Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons recevoir euh, quelqu'un qui est presque un habitué. C'est le professeur Chalmers Larose, qui est un spécialiste de la politique américaine, qui est un spécialiste des États-Unis. Et nous allons aborder différents aspects, en particulier de l'administration Trump, avec le professeur Larose. Charles Merslarose, bienvenue sur notre chaîne. Ben merci, merci de m'accueillir et c'est toujours un plaisir d'être avec toi et avec les auditeurs et aussi pour partager mes réflexions sur un ensemble de questions internationales. Donc, je suis heureux d'être avec toi On va se et avec concentrer, tout le monde aussi. euh, on va se concentrer sur l'administration de Donald Trump, comme je l'ai dit, parce qu'il y a tellement de choses à dire concernant Donald Trump. D'abord, est-ce que tu as été étonné, Chalmers, qu'il n'ait pas eu le prix Nobel de la paix? Non, je ne suis pas étonné. Ce qui m'a étonné, c'est la personne qui l'a eu. Je ne suis pas On va en parler surpris. aussi. Oui, je crois que non, je crois qu'il y a un message politique qu'on voulait envoyer aussi. Les Européens, parce que quand même c'est un prix qui est très européen. Et pour l'instant, je ne pense pas que les Européens surfent trop sur la vague Trump. Donc, je crois que si éventuellement la question ukrainienne obtient un règlement dicté par Trump, peut-être que là, on réfléchirait à ça, peut-être l'année prochaine. Mais pour l'instant, je crois que le message politique que voulaient envoyer les gens, les décideurs du Nobel, c'était tout simplement d'en finir avec Maduro. Mais c'est quand même un prix qui va dans le sens des intérêts des États-Unis d'Amérique aussi. C'est un peu ce que j'allais souligner, au-delà du Ouais. fait que moi je crois que donner le prix Nobel à Donald Trump aurait provoqué aussi un certain scandale. Il y a la crédibilité du prix, il y a beaucoup de choses qui est en train de se passer en matière de droits de l'homme, en matière de politique, pas seulement aux États-Unis, mais aussi l'attitude de Donald Trump à travers le monde et tous les scandales qu'il a connus. Je crois que concrètement, c'était une idée qui avait été poussée par Donald Trump, mais surtout aussi par ses partisans. Mais sa réaction laisse croire que lui non plus, il n'y croyait pas tellement. Oui, mais c'est un prix qui a perdu sa crédibilité depuis très, très longtemps, depuis sa création. Il ne faut pas oublier, par exemple, que des gens comme Woodrow Wilson, qui était un ségrégationniste, avait gagné le prix Nobel de la paix pour ses efforts de règlement du premier conflit mondial. Il ne faut pas non plus oublier que des gens comme Kissinger, des gens comme Barack Très Obama, controversé. etc., ont gagné le prix Nobel de la paix. Donc, c'est quelque chose qui est éminemment politique. C'est la politique du temps et du lieu qui dicte, en quelque sorte, le choix de ce prix Nobel-là. L'impact sur les événements politiques est très insignifiant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'honorifique et de prestigieux pour l'Académie, Mhm. mais en termes d'impact politique et de choix concrets de personnages qui le mériteraient, à part quelques exceptions, comme par exemple quelqu'un comme Mandela. Euh, donc, on a quelque chose de concret, mais donner le prix à, je ne sais pas, à Arafat, à Begin, non, ça n'a aucun sens. Et même si on le donnait à Trump, ça n'aurait aucun sens. Mhm. C'est quoi la paix mondiale? C'est quoi les efforts que l'on doit mettre en place pour arriver à la paix? Et c'est quoi les actions qu'on met en place? Ouais. Et en parlant de ça, professeur Larose, il faudrait peut-être, Charles Meurs, qu'on regarde aussi, puisque tu as évoqué le fait que ça a été attribué à l'opposante vénézuélienne, l'opposante à Nicolas Maduro. C'est un clin d'œil aux Américains, ça c'est certain. Pendant qu'on y est, est-ce que tu crois que
tout ce qu'on voit là en ce moment, parce qu'il y a tout le balai dans les eaux vénézuéliennes, euh, est-ce que tu crois qu'on pourrait voir à n'importe quel moment, du jour au lendemain, une intervention américaine au Venezuela? Mais ça dépendra des préparatifs sur le terrain lui-même. Pour l'instant, l'opposition vénézuélienne ne contrôle pas vraiment ce qu'on pourrait appeler les forces matérielles. Mhm, Il n'y a pas vraiment, il n'y a aucune fissure pour l'instant au niveau de l'armée, ce qui garantirait une sorte de rébellion à l'intérieur qui permettrait à l'opposition de pénétrer les enceintes du pouvoir et essayer de négocier quelque chose avec Maduro. mhm, Mais pour l'instant, Maduro n'a aucun intérêt à négocier avec qui que ce soit. Les intérêts américains sont clairs dans la région. D'abord, le premier objectif, c'est de contrer la pénétration chinoise. Le deuxième objectif, c'est vraiment la lutte contre le fentanyl, étant donné que cette question de fentanyl, ce n'est pas une question pour eux de politique internationale, c'est une question de politique intérieure. absolument. C'est un peu Euh, comme la lutte contre le crack à un certain moment. voilà, c'est ça. Mhm, Donc, les Américains sont d'avis, la lecture qu'ils font, c'est que à travers le capital chinois, qui maîtrise tout le négoce de fentanyl, l'objectif de la Chine, c'est de débiliter le tissu social américain. mhm, Hmm. Un peu comme les Américains le font dans plusieurs pays, comme ils l'ont fait en Haïti. mhm, Donc, la meilleure manière de rendre une société, d'éclater une société, c'est vraiment de le débiliter dans son intérieur. Ce que Paul Kennedy appelait l'implosion interne. mhm, Euh, donc, il y a ça à combattre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont aussi sévères à l'endroit des Canadiens, étant donné que le capital chinois est blanchi en Colombie-Britannique. OK? Donc, ils demandent aux Canadiens de faire un effort supplémentaire à l'endroit de ça. Les gens se disent, mais écoutez, il n'y a pas de fentanyl au Canada. Mais ce n'est pas une question d'avoir des fentanyl dans la C'est rue, la les gens qui chaîne. fument. C'est la C'est chaîne. la chaîne, c'est tout simplement, c'est tout ça. Et le troisième objectif, pour moi, c'est ça qui est le plus important dans le cas des États-Unis d'Amérique. Mhm, C'est vraiment la question de l'Essequibo. OK? La question de l'Essequibo, qui est un grand territoire qui est disputé entre la Guyane et le Venezuela. Et c'est là qui est la plus grande réserve de pétrole actuellement dans le monde. Et ce territoire, récemment, le Venezuela a organisé des élections pour nommer un gouverneur dans ce territoire en violation totale avec le droit international. Il y a la Guyane, il y a la compagnie Shell mhm, et qui a des intérêts pétroliers en termes de prospection pétrolière dans la région. Et les Américains qui sont très avides de pétrole ces jours-ci, parce qu'ils veulent non seulement récupérer toutes les sources de pétrole pour pouvoir les vendre aux Européens, parce qu'ils veulent déloger la Russie mhm, dans le pétrole européen. Donc, ils veulent absolument maîtriser complètement les Essequibo et faire de cette région-là une source d'alimentation définitive et d'approvisionnement en pétrole. Et pour cela, il ne faut pas avoir Maduro. OK? Ou encore, soit que Maduro compose avec cette nouvelle donne, ou encore il y ait un gouvernement qui accepte cela. mais C'est-à-dire, je crois que la limite a été franchie. La rupture est complète là, entre l'administration de Maduro et les Américains, quelle que puisse être l'administration oui, américaine. maintenant c'est vraiment l'impréparation de l'opposition et sa division intérieure aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, Corina Machado ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition vénézuélienne. OK? Mhm. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est que faire exploser le régime chaviste, est-ce qu'on aura la même conséquence que ce qu'on a eu, par exemple, en Libye ou encore en Irak? Donc, et aussi les conséquences que ça pourrait avoir sur la perception des États-Unis dans la région. Parce que l'objectif ultime, finalement, c'est euh, faire en sorte que les pays de la région reviennent
dans une sorte de relation normale avec les États-Unis Mhm. pour limiter l'influence chinoise. Ça, c'est l'objectif stratégique. Oui, ça, c'est la première partie du plan, c'est-à-dire cesser le feu, désarmement, reconstruction, accompagné d'une présence d'une force de stabilisation. Mhm. Et, et ça prend du temps. Ça va, pour moi, la phase de stabilisation et la phase de reconstruction, ça va prendre au moins une dizaine ou une vingtaine d'années. Et Mhm. c'est à partir de là, selon eux, une fois que Gaza aura été pacifié et reconstruit, et c'est là qu'on va mettre sur la table l'opportunité ou la possibilité de créer un État palestinien, qui serait la dernière phase. C'est la dernière phase de ce plan. Euh, Maintenant, c'est à eux autres de décider exactement. Donc, c'est vraiment les Occidentaux qui vont contrôler le temps. Donc, il faut arriver à cette reconstruction-là avant de penser à la création d'un État Oui, palestinien. oui, mais pourquoi franchir ces différentes étapes, Charles Murs, alors que on sait que la priorité de l'administration Trump pourrait ne pas être celle d'une administration à venir, de la prochaine. Ou encore, la priorité de l'administration Trump n'est pas du tout celle qui consiste à créer un État palestinien. Toutefois, il y a des obligations internationales ou encore il y a une morale internationale dont il faut tenir compte. Mhm. Il y a la voix de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a la conscience universelle qui va dans le sens d'une plus grande euh, gestion qui tend vers la création de l'État palestinien en ce sens. Parce que la question palestinienne, il faut bien comprendre que la question palestinienne n'est pas une question américaine, c'est une question occidentale, dans le sens que si on regarde bien l'histoire, cette question-là dérive de l'éclatement de l'Empire ottoman. C'est- c'est- Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est que quand l'Empire ottoman a éclaté en 1914 avec la Première Guerre, ben, la Palestine qui faisait partie de cet empire-là est restée, disons, sans administration et autres. Mhm. Le, la Société des Nations a inventé un mécanisme qui s'appelle le régime de mandat international, qui va devenir plus tard le régime de tutelle avec la Charte des Nations Unies. Le régime de mandat, les Nations Unies ont confié la gestion du territoire à la Grande-Bretagne, la gestion du territoire de la Palestine. Alors qu'on fait mais en même temps, l'accord qui a été signé avec la Grande-Bretagne prévoit la participation disons, de ce qu'on pourrait appeler de la communauté juive à l'extérieur dans la gestion de ces territoires également. C'est ce qu'ils vont appeler le foyer juif. OK? Et à partir de ce moment, quand les Anglais, maintenant sous pression de cette communauté-là, les Anglais vont émettre ce qu'on appelle la déclaration de Lord Balfour. Lord Balfour, c'était un Anglais qui était Premier ministre, non, ministre des Affaires étrangères, et qui a décidé que pour appliquer l'accord, il Mhm. fallait qu'une communauté juive soit présente dans la région de manière permanente, et c'est ça qu'on va appeler le sionisme. OK? C'est-à-dire les sionistes, ceux qui rêvent, disons d'un État israélien, etc., et qui vont revenir sur le territoire, non pas avec l'objectif de créer un État d'Israël, mais avec l'objectif d'avoir ce qu'on appelle un foyer d'existence, un foyer de vie, ce qu'ils ont toujours eu dans leur parcours historique. Mais maintenant, le sionisme est parvenu, comme on le sait, à créer ce territoire palestinien. Et en même temps, les Nations Unies qui étaient déjà ont décidé de dire, bon, puisqu'il y a un État palestinien, il faut créer deux États en même temps pour essayer d'équilibrer les choses.
Maintenant, c'est difficile d'aller au-delà de de ne pas reconnaître l'histoire et d'arriver tout simplement à dire qu'il faut tout simplement un seul État qui Mhm. va regrouper les deux communautés, c'est-à-dire juive et palestinienne. Ouais. Donc, c'est ça qui arrive maintenant. Donc, il était incontournable d'aller dans le sens d'une plus grande appréciation du fait palestinien dans la région. Bon, il y a tout aussi toute cette tentation des sionistes d'y aller euh, d'une expansion de l'État d'Israël. C'est après la guerre de 6 jours, après on a vu cette tentation-là prendre corps au fur et à mesure, mais ça n'a pas arrêté, ne serait-ce qu'avec la Palestine. Euh, Israël n'a pas l'intention de s'arrêter avec, le territoire qu'il possède depuis des années. La gestion de Gaza, la prise de Gaza est dans les objectifs, est un objectif fondamental pour les sionistes. Bon, c'est sûr que, il y a deux choses. Il y a ce que je viens de vous dire là, c'est le droit international et Mm, c'est l'histoire. Mais il y a la réelle politique, ok? C'est-à-dire que qui contrôle de fait le territoire, c'est vraiment Israël. Pourquoi? Parce que depuis l'implantation de mm, l'État d'Israël dans la région, les Occidentaux ont eu une politique systématique d'armement de l'État d'Israël afin de perpétuer son existence. Ok. Les Occidentaux, les Américains. Ben, les Américains, disons les Anglais, etc., ben, c'est un peu le consortium occidental qui Mm, gère un peu la planète dans son ensemble. Donc, il faut avoir cet État-là dans la région pour limiter les prétentions des États dits arabes ou musulmans de contrôler la région. Donc, sur le plan purement géopolitique, l'État d'Israël est en train de faire un travail, non pas pour lui-même, mais pour les États, pour les pays occidentaux. Un peu comme la manière dont ils voient l'Ukraine en ce moment. Ok. mhm, Euh, donc, il faut avoir ce type d'État-là dans plusieurs régions du monde, comme on a, par exemple, comme on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans la région du Pacifique, mm. pour essayer d'avoir des pions Un vrai contrôle de régionaux la situation. importants. Sur le plan Et, géopolitique, l'État d'Israël est incontournable pour eux. Donc, ce qui doit, à mon avis, dans leur perspective, ce qui peut arriver, c'est tout simplement une coexistence pacifique. Mais si on a comme objectif de détruire l'État d'Israël va tomber exactement dans le régime du droit international, le droit international que normalement les Occidentaux ont écrit comme tel. mhm, C'est-à-dire, puisqu'ils tombent dans le régime du droit international, c'est-à-dire ils ont le droit, et l'État d'Israël a droit à l'intégrité, la protection de son territoire. Il va tomber sous le régime de l'article 51 des Nations Unies, c'est-à-dire le droit à la légitime défense, mhm, etc. Et donc, et puisqu'il a la capacité de se défendre, mhm, donc il a le droit de déployer, disons, la plus grande force possible et de conquérir, disons, des territoires pour le faire. mhm, Donc, la défense du territoire israélien ne peut se concevoir sur le plan militaire que par l'accaparement de territoire. Ok. Un peu comme la perception qu'on a que les Russes ont de ce qu'on pourrait appeler la défense du territoire russe. La défense du territoire russe ne peut se concevoir avec des frontières fixes et figées. C'est des frontières élastiques, c'est-à-dire qui permettent à l'État de rendre ce qu'on appelle, d'avoir une frontière beaucoup plus élargie. C'est mhm. un peu ça que fait l'État d'Israël. Oui, mais Charles, Non, c'est-à-dire que l'Ukraine, il y a deux positions. Il y a la position américaine qui est une position de négociation, c'est-à-dire que la victoire est impossible pour l'Ukraine.
Donc, il faut absolument passer à une phase de négociation où les conditions d'un cessez-le-feu et peut-être d'une paix provisoire seront mises sur la table. Et les Américains pensent que les frontières devraient être figées. Ça veut dire que les territoires déjà conquis resteront russes. Et ceux qui sont partiellement conquis, il y a place à négociation pour essayer de voir exactement comment on aurait une ligne de séparation ou de démarcation. Et à partir de là, procéder à la reconstruction de l'Ukraine euh, et un accord qui prévoirait, par exemple, disons, des négociations pour un traité de paix dans le futur Mhm. qui inclurait, disons, la cession de territoire. Oui, oui, Bon. parce que les Russes, eux, déjà, considèrent les provinces indépendantistes, je parle de Donetsk, Louhansk, etc., comme faisant partie de cette Russie. C'est quasiment déterminer la ligne de séparation, de démarcation pour trouver un accord. Ils n'ont pas l'intention de revenir en arrière par rapport à ça. Oui, il est un fait que certains territoires ont déjà été inclus dans le régime constitutionnel russe, avec une reconnaissance de fait. Mais il est un fait aussi que la Russie a besoin que ce territoire-là soit, que cette initiative-là soit validée par le droit international. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du droit international par un accord international qui valide en quelque sorte cette conquête territoriale. Et ça, elle ne va pas l'obtenir et je ne pense pas non plus qu'elle l'obtiendra. Et c'est pour cela que je crois que la situation demeurera figée. euh, et c'est l'unique manière Hmm. d'arriver à une sorte d'obtenir une porte de sortie pour l'instant. Donc, Ça, c'est la position américaine. mhm, C'est-à-dire une position qui est basée principalement sur la réelle politique. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est ça l'état de fait. On ne peut pas aller jusqu'à pousser les Russes en dehors de ces territoires. Ça prendrait énormément de temps et de moyens. mhm, Mais les Européens n'ont pas du tout la même lecture par rapport à ça. Ils continuent de croire que euh, on peut arriver à forcer les Russes à faire des concessions territoriales, c'est-à-dire à sortir des territoires qu'ils occupent. Comment? Par la pression, par les pressions économiques, mhm, c'est-à-dire engloutir l'économie russe. Et deux, par, disons, les frappes à l'intérieur du territoire russe. Ce que les Américains, surtout avec la question, la nouvelle demande de M. Zelensky à propos de la livraison de missiles Tomahawks américains qui frapperaient le territoire russe à près de 1000 à 1500 kilomètres à l'intérieur. Donc, dans la perspective des Européens, c'est l'unique manière de forcer les Russes de permettre à l'Ukraine d'obtenir, disons une sortie favorable pour cette crise et de protéger aussi la sécurité européenne, c'est-à-dire l'affaiblissement de la capacité russe. mhm. On est là pour l'instant. Donc, je crois que on peut arriver à une position, disons, mitoyenne, qui consisterait à garder les pressions sur la Russie, surtout les pressions internationales, deux, les pressions économiques, et trois, les menaces de frappe à l'intérieur, et peut-être trouver un cessez-le-feu qui conduirait par la suite à des négociations sur les questions territoriales. Le point de départ maintenant, c'est vraiment le cessez-le-feu. Mais pour les Européens, un cessez-le-feu est inséparable de, la mise sur la table des demandes territoriales ukrainiennes, c'est-à-dire la réappropriation par l'Ukraine de l'entièreté de son intégrité territoriale
et en même temps le recouvrement de sa souveraineté totale. Mhm. Bon, et tu as raison de dire que c'est une perspective à très long terme. De toute façon, c'est très complexe. Euh, cette guerre russo-ukrainienne. Et parce que au-delà des acteurs, parce que tu évalues beaucoup l'Ukraine là-dedans, alors que l'Ukraine, en fait, et Zelensky comme capitaine, est un élément dans ce qui est en train de se faire, comme tu l'avais analysé un peu au début, c'est-à-dire c'est l'Ukraine est un élément, est un épiphénomène, est un pion, si on veut, l'administration de Zelensky par rapport à une guerre beaucoup plus importante que l'Occident est en train de livrer à la Russie en ce moment. La même situation d'ailleurs par rapport à des éléments qu'on est en train de prendre de manière disparate. Les Américains tirent dans toutes les directions en apparence, y compris sur des alliés. Mais dans cette guerre commerciale, ça nous amène à parler de cette guerre commerciale. Mais en fait, c'est la Chine qui est visée. Fondamentalement, c'est la Chine qui est visée. Oui, c'est ça ce qu'on pourrait appeler le grand enjeu, ce que en relations internationales ils appellent la grande Ce sont stratégie, des le guerres par, grand dessein. ce sont des guerres par procuration. Ouais, l'Ukraine, c'est beaucoup plus important. En fait, c'est une question européenne importante, C'est ça. importante pour l'Europe, pour plusieurs raisons. Il y a énormément de normes européennes qui sont en jeu là-bas. Mm. Et la question du statu quo territorial, il ne peut pas y avoir de conquête territoriale, ça nous reviendra en arrière, ça nous ramènera en arrière de préférence, il ne peut pas y avoir, disons, de violation de l'intégrité territoriale. L'Europe, c'est vraiment le bassin et le bastion de la sauvegarde du droit international, comme on le dit. C'est un droit qui a été inventé par eux et aussi pour leurs intérêts. Donc, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les règles du jeu telles qu'elles, qu'elles- qu'elles ont été conçues soient préservées. Pour le gouvernement américain en ce moment, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire que la politique internationale n'est pas quelque chose qui est assujetti à des règles figées et absolues. Et c'est pour cela, par exemple, que les Nations Unies, pour eux, c'est pas tellement important. Les organisations internationales, c'est pas tellement important. Les règles, les normes internationales insérées dans le droit international, c'est important, oui, mais c'est quand ça va dans le centre de nos intérêts. Et ça ne peut pas non plus aller au-delà de de nos préoccupations et de nos intérêts bien compris. Donc, à partir de ce moment, vous avez deux interprétations différentes, c'est-à-dire qu'il y a des États européens dont la survie et la sécurité dépendent de l'application des règles et de l'adhésion à ces règles-là, les règles qu'ils ont eux-mêmes produites Établi. à travers l'histoire, soit pour l'accumulation du capital, soit pour les conquêtes territoriales, soit pour l'établissement de territoires coloniaux, soit pour la dissémination de la démocratie et des droits de la personne, etc. Donc, ils ont tout intérêt à ce que tout le monde adhère à ces règles-là et que ces règles ne changent pas, surtout. Mais vous avez des pays comme les États-Unis qui disent, mais si on adhère aux règles alors que les autres n'y adhèrent pas, tels que la Chine, la Russie, etc., on a un problème. Mhm. C'est-à-dire on a un déficit d'opérationnalisation. Ça veut dire que pendant qu'on opère à l'intérieur des règles établies, les autres n'ont pas cette contrainte-là. D'où le retour par le gouvernement Trump à la politique de puissance. Ça veut dire que dans le dialogue de puissance, c'est la force qui compte. Ce n'est pas une question de règles internationales ou autre, etc. Donc on est ça. Donc l'objectif, étant donné que l'objectif, c'est d'aller contrer la Chine là où elle se trouve, si on se laisse contraint par les règles et les procédures, donc il sera difficile d'y arriver. Donc à partir de ce moment, il faut laisser tomber, il faut que cette distraction ukrainienne s'évacue le plus rapidement possible pour Mhm. arriver maintenant à se concentrer sur ce qu'on appelle la lutte finale, c'est-à-dire les vrais enjeux de la politique internationale aujourd'hui, qui sont des questions
de qu'est-ce qu'on fait pour obtenir les terres rares dont on a besoin pour soutenir ce qu'on appelle l'industrie, c'est-à-dire l'industrie, l'intelligence artificielle, les microprocesseurs, Mhm. etc., pour soutenir la compétition avec la Chine. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter l'accès en Amérique latine à la Chine, etc., pour essayer de remettre en place certaines bases militaires dans la région. Il ne faut pas oublier que le commandant du commandement sud des États-Unis vient de démissionner. OK? C'est un Américain qui a été mis là depuis au moins 1 an et demi ou 2 ans. D'ailleurs, il était à Saint-Vincent, il était à Saint-Kitts, il était à Antigua pour essayer de convaincre ces gouvernements-là de céder certains territoires pour essayer d'accueillir les forces américaines, surtout les forces navales, qui ne peuvent pas toujours rester en mer. Il faut toujours avoir un pied à terre. Donc, pour l'instant, les Américains n'ont pas beaucoup de pieds à terre, que ce n'est que Guantanamo. Donc, il faut revenir à la politique du 19e siècle, c'est-à-dire la diplomatie disons, euh, ce qu'on appelle le gunboat diplomatie, pour essayer de faire en sorte que les territoires qui sont en Amérique servent de pied à terre pour, disons, les opérations militaires et navales des États-Unis dans la région, dans la perspective d'une guerre future par rapport à la Chine éventuellement. L'Amérique aux Donc, Am- on est dans les préparatifs stratégiques Mhm. et logistiques de cette guerre-là. Et pour cela, la question ukrainienne est perçue davantage comme un empiètement et une distraction qu'il faut résoudre le plus rapidement possible en forçant l'Ukraine à accepter les termes d'une négociation qui ne lui sont pas favorables, mais et en lui dictant en quelque sorte la réalité des choses. Ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas les rencontres qu'on a eues entre Zelensky et Trump maintenant, c'est la première rencontre, comment ça s'est passé. Là, on voit exactement les vraies intentions américaines et le vrai message qu'il voulait faire passer aux Ukrainiens. C'est-à-dire, vous n'avez pas les cartes entre vos mains. Les cartes, c'est la Russie qui l'a. Donc, à partir de ce moment, il faut tenir compte de cette réalité. Si vous voulez reconquérir votre territoire et stabiliser en quelque sorte votre gouvernement pour essayer d'aller dans le sens d'une reconstruction et un redéveloppement de votre économie, il faut faire des concessions territoriales. Ouais. Ch- Charles Meuse-Larose, le plaisir est toujours le même. On ne voit pas le temps passer. On a largement dépassé ce qui avait été prévu. J'ai pris beaucoup de temps et j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, au commencement de l'émission, qu'on va avoir le temps de se reparler un peu plus souvent, Charles Meuse. Toujours un plaisir. Euh, La prochaine fois, en espérant que le processus d'enregistrement sera moins chaotique. On Absolument. aura- Donc, Merci. un plaisir et puis ben, à la prochaine. Et comme on dit toujours, les gens qui veulent réagir, qui veulent poser des questions, ça fera un plaisir au professeur Charles Meust Larose de répondre à vos questions, d'échanger avec vous sur notre page. Merci beaucoup et à bientôt, Charles Meust. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à cette présente minute. On se retrouve la semaine prochaine.